comme vous voyez, cette question, ce sujet soulève énormément de questions. Je voudrais, dans un premier temps, replacer, si vous voulez, voir les racines historiques de cette islamophobie dont tout le monde est conscient maintenant, je pense. Bien que les forces islamophobes aient prétendu que ça n'existait pas, et même que le mot avait été inventé par des imams, enfin maintenant tout le monde sait que ce n'est pas le cas. L'islamophobie en France a beaucoup de racines, elle a beaucoup de racines en Europe, des racines qui remontent très loin, qui remontent en fait au temps des croisades, où les croisés sont allés conquérir la Terre Sainte contre des musulmans. Et c'est une période qui a duré quand même 2 siècles. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que l'Occident s'est défini comme chrétien et comme opposé aux musulmans. C'était l'autre religion, la religion concurrente, d'une part. L'autre racine, c'est la rivalité qui, évidemment, avait déjà un socle religieux, la rivalité avec l'Empire ottoman, qui était un très grand empire, qui en fait a duré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, qui était dans une rivalité farouche pour la conquête en particulier de la mer Égée contre des puissances commerciales chrétiennes comme Venise, qui était considérée comme un voisin dangereux, mais surtout une concurrence, si vous voulez, une concurrence qu'on peut comprendre en termes tout à fait actuels, une concurrence économique, et donc forcément politique aussi. Et à cela, il faut évidemment toujours rajouter un motif ou un mobile religieux, même quand il s'agit en fait d'un prétexte. Puis, au même moment, ce qui est arrivé, c'est la conquête de l'Algérie par la France en 1830. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il faut bien voir, c'est que la population indigène d'Algérie a été conquise, a été soumise, a été exploitée, a été dépossédée de ses biens. Elle a été mise dans un état d'infériorité statutaire, d'infériorité légale, et l'excuse qui a été trouvée a été là encore une excuse religieuse. Et c'est là que, disons, ça a redonné vie à l'islamophobie qui était présente depuis de longs siècles dans l'histoire occidentale, dans l'histoire européenne, donc tous ces mythes ont été ressuscités et on a des portraits très péjoratif évidemment de ces indigènes. Il fallait bien trouver qu'ils avaient des défauts pour les conquérir et les exploiter, et l'un de ces défauts était leur religion. Alors déjà au moment de la conquête de l'Algérie, à partir de la conquête de l'Algérie, l'islam devenait une bonne raison de ne pas leur accorder des droits égaux, qu'il était impossible de leur accorder de toute façon puisqu'ils étaient une population conquise. Mais ça devenait donc une espèce de ligne de partage entre les colonisateurs qui apportaient, comme chacun sait, la civilisation, et puis les colonisés qui étaient là pour être civilisés. Alors il y avait une légère contradiction parce qu'en même temps, au lieu de les convertir en masse ou de les forcer à se convertir à la seule bonne religion, c'est-à-dire au christianisme, on a admis que les indigènes avaient gardé leurs droits civils, c'est-à-dire on ne leur a pas appliqué le code civil français. Donc il y a une espèce de double bind intéressant, parce que d'un côté, on disait que la loi musulmane, la charia, a été extrêmement mauvaise pour les femmes, et en même temps c'était impossible pour les indigènes de devenir français, de se voir appliquer le code civil. Et d'un autre côté, cette exigence faisait que très peu demandaient à devenir français, parce que le demander, ça aurait été synonyme de renier sa famille, de renier ses parents, de renier ses amis, de renier son milieu. Donc disons que c'est la situation dans laquelle on est encore au début de la guerre d'Algérie, qui intervient après 120 ans de colonisation, commence en 1954. Et la guerre d'Algérie, évidemment, a redoublé, si on peut dire,
le ressentiment de part et d'autre, d'une façon claire en raison des morts, en raison de la guerre elle-même. Et c'est très rare que la guerre contribue à favoriser l'amitié entre les deux parties combattantes. Et puis de ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire le départ des Français d'Algérie. Donc on a là, si vous voulez, une configuration particulièrement redoutable pour ce qui peut se passer après, dans le sens où les gens qui ont participé à ça restent d'une certaine façon en face à face et en présence les uns des autres. Ils restent en présence les uns des autres, pas parce que Alger n'est qu'à 2 heures d'avion de Paris, mais parce qu'il y a énormément de gens originaires d'Algérie, des indigènes entre guillemets, donc des autochtones, sur le territoire français, mais qu'il y a aussi 2 populations qui nourrissent un ressentiment vis-à-vis des Algériens et des Algériennes. Ce sont d'une part les soldats français qui sont venus de la métropole, les soldats du contingent, et d'autre part les anciens colonisateurs qui sont partis, on estime leur nombre à peu près 1 million, et qui se sont installés en France. Et d'autre part, eh bien, il y a beaucoup d'Algériens qui sont venus bien avant la fin de la guerre d'Algérie, qui ont toujours émigré vers la métropole comme les gens des autres colonies françaises. Et puis, ils continuent à en venir même après la guerre. Évidemment, ce que je décris est lié à l'Algérie, mais il faut bien voir qu'au Maroc et en Tunisie, qui ont également été conquis par la France, la situation est à peu près la même, avec cette différence qu'il y a beaucoup moins de colons français et que les indigènes marocains et tunisiens ne peuvent pas devenir français, car nous avons aussi cette chose qui peut-être fait un peu comprendre pourquoi on peut avoir de telles entorses à la loi, de telles entorses aux principes de la République française. Il faut voir le précédent énorme que constitue le fait que, à partir de 1870-71, avec la fin du Second Empire et l'avènement de la Troisième République, eh bien c'est une république qui proclame liberté, égalité, fraternité et qui possède un empire. La France a un empire colonial. Elle a des sujets qui sont régis par quelque chose qui a été fait d'abord en Algérie et qui a été étendu ensuite au Vietnam, enfin au Vietnam plus exactement à l'Indochine française, et qui est le code de l'indigénat. Donc le code de l'indigénat dit très clairement ce que les indigènes, car c'est ainsi qu'on appelle les autochtones des régions de l'Algérie, comment ils doivent être traités, et ils n'ont absolument pas les mêmes droits que les Français et ils ne sont pas citoyens. Ils sont donc sujets. Donc il faut voir que toute cette profondeur historique de la colonisation de l'Algérie, avec ce statut d'indigène d'une partie de la population de la République, donc qui est française bien malgré elle, mais qui est française sans être citoyenne, cette contradiction, c'est elle qui va finalement informer l'attitude des gouvernements successifs, y compris après l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a un précédent dans lequel on peut avoir des gens qui sont de nationalité française sans être citoyens. Bon, on avait déjà un précédent, c'est que les femmes étaient aussi des sujets, elles étaient françaises sans être citoyennes. Alors cette situation s'arrête en 1945 parce que les Alliés exigent des puissances européennes qui sont encore des puissances colonisatrices qu'elles mettent un terme à leurs colonies. Donc la France, mais aussi l'Angleterre et les Pays-Bas doivent arrêter de considérer qu'ils ont des colonies et soit s'en aller, ce que font les Anglais en Inde, soit donner un autre statut à ces colonies. C'est ce qui se passe avec l'Algérie qui a un statut de département. Mais ça ne suffit pas, il faut évidemment leur donner des droits égaux. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le bas blesse, car il faut 2 ans de délibération, plus de 2 ans pour que le droit de vote soit donné aux Algériens, et d'abord uniquement aux Algériens
de sexe masculin. Et même là, il n'est pas donné de façon égale. C'est-à-dire que ce que les colons obtiennent, c'est que le vote se déroule dans deux collèges distincts. Donc le collège des Français de souche européenne et le collège de ceux qu'on appelait avant indigènes, mais qu'on ne peut plus appeler indigènes, mais qui sont désormais appelés des Français musulmans. Donc ces deux collèges auront le même poids, le vote de l'un aura le même poids que le vote de l'autre, ça sera 1 et 1, sauf qu'il y a 5 fois plus de gens dans le collège des Français musulmans que dans le collège des Français de souche européenne. Ce qui fait que le vote d'un Français européen, de souche européenne, pardon, vaut celui de 5 Français musulmans. Donc vous voyez qu'il y a une longue tradition d'un deux poids, deux mesures et aussi de violation très grave de ses propres principes par la République française. Donc on pourrait dire qu'avec un passé glorieux comme celui-là, elle n'en est pas à une entorse près. Alors, le droit de vote dans le collège des Français musulmans sera vers 49 ou 50, je ne me rappelle plus exactement, étendu même aux femmes françaises musulmanes. À ce moment-là, il est vraiment trop tard et comme on le sait, dès 54 et très peu de temps après la défaite de Dien Bien Phu, les Algériens prendront les armes pour livrer leur guerre d'indépendance. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez, de ça, c'est que d'une certaine façon, tout ça a été arraché. Même ces conquêtes-là, c'est-à-dire la conquête du vote, elle n'a pas été donnée de bon gré, c'était une des exigences des Alliés pour aider à la libération de la France. La France a été le pays qui s'est accroché à son empire le plus longtemps, on peut le voir par les guerres coloniales qui ont été menées. Ce que je veux dire, c'est que ce passé explique aussi comment les gens qui étaient originaires de ces pays du Maghreb qui avaient été colonisés et dont la colonisation venait de cesser, comment ils ont été traités et comment ils sont encore traités. C'est-à-dire pas du tout traités comme, y compris quand ils sont nés sur le territoire français, ils ne sont pas traités comme des Français, des Françaises, ils sont traités comme, parce qu'on entend tout le temps, des immigrés de la deuxième génération. C'est-à-dire qu'ils sont regardés comme s'ils étaient des étrangers et comme s'ils étaient des étrangers de manière héréditaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là, l'histoire ne s'arrête pas parce que, ça je vous ai parlé du contexte national, mais ce qu'on constate maintenant, c'est que cette islamophobie, cette peur et on peut dire haine de l'islam, elle est maintenant partagée par des Européens et aussi des Nord-Américains qui n'ont pas d'histoire de conquête, qui n'ont pas d'histoire de colonie. Et à ce moment-là, la lignée colonisatrice, disons, la racine colonisatrice, qui est importante dans le cas de la France, peut ne pas exister. Et à ce moment-là, il faut faire appel encore à autre chose que la plupart des gens font remonter à septembre 2001. Mais septembre 2001, c'est une espèce de faux début, parce que c'est une action terroriste terrible, qu'en aucune façon je n'approuve et à laquelle je n'ai aucunement participé et qui vient bien de quelque part, ce que tous les médias ont essayé de nous cacher. Mais il faut se souvenir quand même que cette action terroriste, elle s'est passée 10 ans après une première guerre menée par l'ONU, à laquelle la France participait, et eut complètement détruit l'Irak. Donc il y avait des racines de ressentiment vis-à-vis de un ensemble beaucoup plus vaste qu'on pourrait appeler l'ensemble occidental. Parce que c'est d'ailleurs cet ensemble-là qui, sous l'égide de l'ONU, a détruit l'Irak une première fois, qui n'a pas empêché de le redétruire ensuite. L'événement de septembre 2001, la destruction des tours jumelles de New York, a eu l'effet que les Occidentaux ont pu, ou en tous les cas se sont sentis bien placés pour se considérer comme des victimes. Je ne sais pas si vous étiez là, vous n'étiez peut-être même pas né en septembre 2001, mais on a eu des choses tout à fait émouvantes, comme Nous sommes tous des Américains de Jean-Marie Colombani dans Le Monde,
et une espèce de deuil international qui a duré vraiment très longtemps. Moi je me souviens d'avoir vu les images du choc des avions contre les tours, une séquence qui durait à peu près 20 secondes, repassée en boucle pendant plusieurs heures et pendant des semaines à la télévision. Donc il y avait ce sentiment d'une espèce d'horreur, une horreur innommable, etc., qui avait été commise. Bon. Dans la foulée, immédiatement après, les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Afghanistan. Et une guerre d'une cruauté sans nom, avec des bombardements en tapis pendant des semaines. En tapis, ça veut dire non-stop. Voilà, un avion après l'autre et des bombardements partout, sans qu'il y ait aucun compte des victimes, sans qu'on se demande qui étaient ces victimes, et sans même qu'on les compte. Car comme lors de ce qui va se passer, ce qui s'était déjà passé en Irak et ce qui va se passer lors de la deuxième guerre d'Irak, les Américains ne font pas de body count, c'est-à-dire ils ne comptent pas les cadavres. Les Afghans n'ont pas les moyens de compter leurs morts. Donc on a déjà une situation où l'islamophobie n'est plus quelque chose qui concerne seulement un pays européen ou même l'ensemble de l'Europe, mais elle concerne tout le monde occidental qui s'était déjà constitué en force politique et aussi en ensemble idéologique pendant la guerre froide et qu'on appelait en toute modestie le monde libre, par opposition au monde communiste. Et donc ce monde se sent persécuté par des gens qui sont des barbares et qui sont des primitifs, retardés, archaïques. Moi, je vais vous donner un exemple de ça. Je me souviens qu'avant moi, avec quelques autres, nous, je crois qu'on était 7 ou 8, mais on avait créé un groupe contre la guerre en Afghanistan. Et une fois, j'en parlais à une amie qui était, bon, comme la plupart des gens, pas particulièrement politisée ni d'une façon ni de l'autre. J'ai dit que c'était quand même incroyable d'aller verser des bombes sur un pays sans savoir exactement pourquoi. C'était une espèce de besoin de punition à l'échelle de tout un pays, et alors qu'on savait, à ce moment-là, en tout cas, on pensait que c'était Ben Laden qui avait organisé ces attaques. Et cette personne m'a répondu, c'était une femme, elle m'a dit, il faut dire que les Afghans, il n'y a pas beaucoup de choses pour les défendre. Et là, j'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas des bonnes raisons pour faire la guerre à des gens, mais qu'il fallait des bonnes raisons pour ne pas leur faire la guerre. Parce que s'il n'y avait pas grand-chose de bon à dire sur eux, pourquoi ne pas les bombarder ? Et je crois grosso modo que c'était l'état d'esprit dans les pays occidentaux. Et c'était aussi un état d'esprit que je qualifierais d'archaïque, parce que c'était, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est-à-dire, tu t'appelles pas Ben Laden, mais bon... Vous habitez dans le même pays, donc allez, vous allez y passer. Et c'est ce qui s'est passé, ils y sont passés. J'oublie une chose, c'est les déclarations de George Bush, qui d'ailleurs faisait un petit peu comme nos derniers gouvernants, d'ailleurs je pense que les prochains feront pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une déclaration récente de Claude Guéhin. Un journaliste lui demandait si les musulmans étaient le problème. Il dit non, c'est pas les musulmans, c'est l'islam. Le problème, c'est l'islam. Et la phrase d'après, il disait, mais je défends la liberté de culte des musulmans. Alors c'était un petit peu compliqué, mais Bush avait dit à peu près la même chose. Il a fait plusieurs déclarations selon lesquelles l'ennemi, maintenant, c'était l'islam. Donc il y a ce côté religieux, ce côté de s'attaquer à l'islam est très présent. Il y a aussi, dès la guerre de Bush en 2001, contre l'Afghanistan, alors qu'on n'avait jamais entendu sa femme, Laura Bush, il l'a poussée devant les télévisions, c'était certainement pas son vœu à elle, pour dire qu'il défendait le sort des femmes afghanes. Donc les femmes afghanes devaient être libérées par ces bombes que Bush déversait. Et ensuite on nous a dit que c'était ce qui s'était passé. Il y a des journalistes occidentaux qui ont été et qui ont dit que les femmes afghanes étaient libérées. Ce qu'on voit maintenant quand on voit un reportage sur l'Afghanistan, on voit exactement les mêmes femmes, vêtues de la même façon et en proie aux mêmes interdictions qu'avant, mais enfin bon, ça justifie la guerre. Donc on a eu le début d'une justification
entre guillemets féministe, puisque là elle venait du plus haut sommet de l'État des États-Unis, à des actions d'agression. Mais donc c'est quelque chose, si vous voulez, dont on voyait que c'était utilisé comme argument. À quoi les féministes, je veux dire en tous les cas en France, bon, dans d'autres pays, j'ai participé à un livre collectif fait par des féministes australiennes au départ, mais qui ont réuni beaucoup d'articles de différents pays du monde, pour dénoncer en particulier la guerre contre l'Irak de 2003. Mais en France, ça n'éveillait pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup d'écho de la part des féministes, peut-être parce que c'est une guerre à laquelle la France n'a pas participé. Et beaucoup le regrettent d'ailleurs. Moi, j'ai été frappée de la coïncidence entre cette Xème campagne contre le foulard et l'offensive anglo-américaine contre l'Irak. Tout ça se passe en 2003. L'État français n'a pas participé à cette guerre-là. Et une fois, en y réfléchissant, je me suis dit, mais au fond, en s'attaquant au foulard, les Français ont donné leur petite contribution, quoi. Bon, alors ça peut paraître minime, ça peut paraître dérisoire, mais enfin, disons, c'est un geste, ils ont fait un geste. À propos de cette campagne, donc, de presse et de travail de l'opinion publique, bien, il faut bien voir que le thème de la libération des femmes, et en particulier de la libération des femmes qui portaient le foulard, de ce foulard, il n'est pas apparu spontanément du côté des féministes. En revanche, il est apparu du côté en tous les cas des membres de la commission Stasi, qui a siégé entre mai et décembre. Et alors là, il a été beaucoup question de la libération de la femme, par une assemblée où il y avait, je crois, en tout une femme, et par des hommes qui n'étaient absolument pas connus pour leur position féministe, et qui continuent de n'être pas connus pour leur position féministe. Mais c'est un thème qui est apparu à ce moment-là. Et je vais juste vous dire comment moi je suis entrée dans ce truc-là. J'avais signé une pétition qui s'appelait Contre les lois d'exception, qui est sortie à Paris. Bon, il y avait tous les usual suspects, hein, il y avait tous les gens de gauche qui avaient signé cette pétition contre les lois d'exception. Je l'ai signée et je l'ai oubliée parce que c'était pas quelque chose qui me semblait... je ne pouvais pas deviner l'ampleur que ça prendrait. Mais il y a une chose qui m'a particulièrement... qui m'a fait tilt. C'est qu'un jour, j'ai reçu un mail de Laurent Lévy, le père de ces deux jeunes filles, les filles Lévy, qui ont été exclues de leur lycée, à l'initiative d'ailleurs de deux professeurs d'extrême gauche, dont un, Jean-François Grand, et au NPA. Donc je reçois un mail de ce monsieur que je ne connaissais pas. Dans ce mail, il expliquait que ce que ces professeurs et la direction du lycée avaient demandé à ces filles, c'était qu'elles pouvaient porter le foulard, mais à condition qu'elles le portent de telle sorte qu'on voit à la fois la naissance des cheveux et le lobe de l'oreille. Pas toute l'oreille, hein, le lobe de l'oreille. Donc j'étais assez surprise, parce que, bon, l'instruction civique n'est pas ma spécialité, mais ayant vécu dans ce pays depuis pas mal de temps, je pensais savoir à peu près ce qu'était la République. Mais je n'avais aucune idée qu'elle allait se nicher dans le lobe de l'oreille et dans la naissance des cheveux, et que sans lobe de l'oreille, on était dans un régime anti-républicain, avec lobe de l'oreille, ça allait. Et ça m'a paru tellement mesquin, mais surtout tellement fou. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, c'est ça qui m'a mobilisée. C'est-à-dire que je crois que quand on est frappé par l'absurdité de quelque chose, alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce sentiment n'a fait que s'exacerber quand j'ai vu des gens... et des femmes que je connaissais, des femmes féministes, prendre furieusement parti contre le port du foulard. Une discussion a commencé en 2003, il n'y avait pas tellement d'organisations féministes ayant pignon sur rue. C'est pas qu'il y en a tellement maintenant, mais maintenant il y a un groupe comme Oser le féminisme qui est lié au Parti socialiste, qui fait parler de lui, disons. Mais à cette époque, le seul, c'était le Collectif national des droits des femmes. Or, ce collectif national des droits des femmes avait fait une liste de discussion sur le net
Et quand j'ai vu qu'il y avait des femmes dans cette liste qui étaient en faveur du projet de loi, parce que le projet de loi a été décidé par Chirac à la fin de 2003, avant même que la commission Stasi n'ait remis ses conclusions, et j'ai participé, j'ai donné mon avis là-dessus. Il faut dire qu'entre-temps, c'est vrai que j'avais été sensibilisée. Je vous raconte un peu cette histoire parce que c'est l'histoire de comment on peut être sensibilisé à une question. J'avais eu une jeune collègue qui était en train de faire sa thèse et qui m'avait passé un livre de Farhad Khosrow-Khavar, un de mes collègues du CNRS, qui s'appelle L'Islam des jeunes, et que j'avais trouvé excessivement intéressant et éclairant. Et aussi, elle me racontait qu'elle avait fait sa thèse sur les modes de prévention du sida chez les jeunes d'origine nord-africaine. Et elle m'avait raconté des choses qu'elle avait vues chez les jeunes filles ou les jeunes garçons. Et elle, c'était le racisme qu'ils subissaient et qu'elle subissait, qui l'avait frappé de plein fouet. Et pas par des choses énormes, pas par des récits de vie, pas par des statistiques, mais par des anecdotes. D'un coup, elle réalisait ce que ça voulait dire que de vivre entouré de racisme. Donc, moi, je venais de lire ce livre et je pense que j'ai répondu sur cette liste en disant, mais écoutez, c'est pas eux qui ont commencé, voulant dire les descendants d'immigrés maghrébins. Je dis, c'est nous qui les discriminons, qui les excluons. Et bon, s'ils n'arrivent pas à trouver une place, si on leur refuse une place dans la communauté nationale, il est normal, si on peut dire, qu'ils cherchent une place dans cette communauté qu'est l'Oumma, la communauté des musulmans. Là, je ne faisais que redire ce qu'avait dit Farhad Khosrow-Khavar, que je trouvais très intelligent. Et j'étais entièrement d'accord avec ça, et je le suis toujours d'ailleurs. Je veux dire que c'est une des explications qu'on peut avoir ou se donner quand on est soi-même non-croyant, non-descendant d'immigrés, etc. Je pense que les personnes concernées, évidemment, n'ont pas la même explication. Ça, c'est une explication sociologique, c'est une explication des gens qui sont en dehors de la situation. Mais on est obligé d'avoir une explication d'en dehors parce qu'on ne peut pas magiquement être en dedans. Et à partir du moment où j'ai fait cette réponse, eh bien la liste a été fermée. Donc j'étais vraiment hors de moi. C'est-à-dire elles ont interrompu la discussion. Donc j'étais assez furieuse. Après j'ai rencontré d'autres jeunes femmes et bon, nous avons décidé de fonder le collectif des féministes pour l'égalité en janvier 2004. Mais pour en revenir alors à cette histoire de l'inclusion du féminisme là-dedans, eh bien, ce qui est vraiment frappant, et ce que je pense que j'ai dit dans un article qui a été publié dans cette revue Nouvelle Question Féministe, c'est que à partir du moment où ces hommes qui étaient des sages de la commission Stasi avaient avancé des arguments féministes et que des hommes politiques avaient repris ces propos, la défense de la liberté des femmes, contre leurs maris et grands frères oppresseurs, je me disais que c'était une bonne occasion pour les féministes en général et pour le collectif national des droits des femmes en particulier, de les prendre au mot et de leur sortir toute la liste de revendications qu'on avait accumulées depuis des années et à laquelle ils n'avaient jamais répondu. Il fallait leur demander, mais qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela, qu'en est-il du droit à l'avortement, qui est de plus en plus dans les faits pas un droit, qu'en est-il de l'égalité de salaire, qu'en est-il du harcèlement sexuel, qu'en est-il des violences contre les femmes. Il y avait pas mal de sujets qu'on avait là, que les féministes avaient depuis 30 ans, là, sur le coin de la cuisinière, et qui étaient tout chaud, qu'on pouvait leur ressortir à n'importe quel moment. Et il fallait prendre cette occasion, dire « Ah, vous êtes féministe, on est contente. On est contente que vous soyez devenue féministe. Alors attendez, on a ça. » Et pour nous, c'est plus urgent, ça. C'est-à-dire le sort de millions de femmes en France, que d'exclure de l'école 300 jeunes filles. En plus, on se demande quand même qu'est-ce qui est le plus urgent d'ailleurs. Est-ce que c'est de scolariser ces jeunes filles ou de les exclure de l'école? Alors on nous dit qu'elles sont forcées par leur famille, etc., etc. Puisque ces familles sont si oppressives, pourquoi est-ce qu'on renvoie ces gamines dans leur famille? J'en ai beaucoup voulu à mes copines féministes
J'étais à une de ces réunions et j'ai constaté qu'il régnait un racisme, mais un racisme impensé, un racisme viscéral. C'est là que je m'en suis vraiment rendu compte. J'ai vu une femme que je connaissais depuis longtemps, que j'appréciais pas particulièrement, mais là n'est pas la question. Moi j'étais venue avec deux amis qui portaient le foulard. On s'était même pas mis ensemble pour faire semblant qu'on n'était pas ensemble. Et ces deux femmes se sont assises derrière elle. Et moi qui étais plus près d'elle que ces deux femmes qui étaient derrière elle, je l'ai entendue dire en se levant, pour changer de place, elle a dit « je ne peux pas le supporter ». Elle ne pouvait pas le supporter. Et pendant le cours de ce débat, pendant à peu près 1 heure et demie, cette assemblée, constituée en majorité de femmes, on pourrait dire de souche, vous savez que maintenant que l'expression de souche vient de cette expression coloniale de souche européenne, qui était faite pour distinguer les Français musulmans des autres. Eh bien, cette assemblée a discuté du foulard, des femmes qui portaient le foulard, comme si elles n'étaient pas là. Et avec des exigences extraordinaires. Par exemple, il y avait une femme qui a dit « Oui, mais est-ce qu'elles sont pour l'avortement ?» Alors, moi j'ai suggéré qu'on fasse des petits tribunaux mobiles pendant la manifestation, pour qu'on puisse décider si elles étaient dignes de participer à la manifestation. C'était très clair qu'elles n'étaient pas dignes. Alors là maintenant j'en viens aux justifications que les féministes, que certaines féministes, quand même la grande majorité des féministes ont donné à cette position. Alors c'était elles n'étaient peut-être pas pour l'avortement, donc ça c'est une raison de les exclure des manifestations et même de les exclure des écoles. Donc il va y avoir un examen là-dessus, sur l'IVG, à l'entrée des collèges et lycées. Une autre raison qui était et qui est à mon avis toujours donnée, c'est qu'elles étaient différentialistes. Alors le différentialisme, c'est la croyance dans le fait qu'il existe des différences naturelles entre les femmes et les hommes. Si on devait exclure du mouvement féministe tous les différentialistes, je veux dire, il ne resterait plus grand monde. Bon, malheureusement, je suis moi-même contre le différentialisme, mais ça m'est jamais venu à l'idée d'exclure les femmes qui étaient différentialistes. Donc ce qu'on voyait à l'œuvre, c'était à la fois l'utilisation d'excuses et aussi toujours ce même deux poids, deux mesures qui est typique de la situation des dominants. C'est-à-dire l'expression d'exigence bien supérieure vis-à-vis du groupe dominé. Donc ces femmes devaient être pour l'avortement, ne pas être différentialistes. Des différences entre les hommes et les femmes, j'en vois pas. Bon. Et le proclamer haut et fort. Et puis il y avait beaucoup d'autres choses. Elles devaient prouver qu'elles n'avaient pas été forcées par leur père, leur frère ou leur mari. Et puis elles devaient montrer le lobe de l'oreille, bon, et la naissance des cheveux. Parce qu'en fait, la grande hypocrisie des féministes de ce groupe-là, et plus largement de ce courant-là, c'était d'écrire que le voile n'était pas un signe d'émancipation. Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que donc, pour participer au mouvement féministe, il faut porter dans son vêtement un signe clair d'émancipation. Qu'est-ce qui est un signe d'émancipation, qu'est-ce qui n'est pas un signe d'émancipation, etc. En fait, cette phrase-là, qui est la seule qu'elles ont osé écrire, c'est devenu pour tout le monde, enfin que ce groupe a osé écrire, c'est devenu pour tout le monde, le voile est un symbole d'oppression. Donc, on l'a entendu, on ne sait combien de fois, sans prêter aucune attention aux autres symboles d'oppression qui existent et que toutes les femmes portent, toutes les autres pièces de vêtements qui peuvent être conçues au moins par certaines comme des symboles d'oppression. Donc, encore une fois, je veux dire, on voit une espèce de mauvais procès qui a été fait, et ce mauvais procès, il est malheureusement en continuité avec une tradition coloniale, et c'est la tradition coloniale du dévoilement dont Frantz Fanon a parlé, dont Horia Boutelja a reparlé, mais en reprenant les textes de Frantz Fanon, c'est-à-dire que c'est fondé sur cette vision coloniale dans le sens colonialiste, c'est-à-dire profondément raciste, qui est d'enfermer un autre, de le conquérir, de le mettre dans des camps, ou dans des endroits fermés, de le contenir là où on veut le contenir,
éventuellement, comme au cours d'une guerre, de le mettre dans des camps de regroupement, et puis de lui trouver tous les défauts de la terre qui justifient que ces personnes soient traitées d'une façon différente que la façon dont on se traiterait entre nous, entre gens civilisés. Donc on avait tout le... Si vous voulez, on avait en fait dans cette imagerie et puis dans ce réflexe, quasiment un réflexe conditionné, que le voile est un symbole d'oppression, on avait en fait toute l'histoire coloniale qui était là comme substrat, comme sous-texte non connu. Je pense que la plupart des femmes qui disaient ça n'avaient strictement aucune idée que dès 1850, les officiers français disaient il faut conquérir les femmes. C'est par les femmes qu'on obtiendra la soumission des Algériens, car la conquête de l'Algérie n'a pas duré 6 mois, ni 1 an, ni 2. Hein. L'Algérie n'a été pacifiée, c'est-à-dire soumise qu'au bout d'une vingtaine, sinon une trentaine d'années. Aussi, l'idée que ce peuple était inférieur, en particulier à cause de la façon dont les hommes traitaient les femmes. Maintenant, il faut quand même se souvenir que les hommes qui disaient ça, les hommes français qui disaient ça, des hommes algériens, étaient des gens pour qui les femmes n'avaient strictement aucun droit. Aucun droit. Elles étaient sous le code civil dans sa version la plus pure. Dans sa version la plus pure, et sa version la plus pure qui a duré jusqu'en 1938 en France métropolitaine, et que les femmes étaient des incapables civiles, c'est-à-dire ne pouvaient signer aucun document, même quand elles avaient des biens, ne pouvaient pas en disposer sans la signature de leur mari, selon la doctrine de l'imbecilitas sexus. Vous comprenez ce que ça veut dire, imbecilitas sexus? C'est du latin de cuisine, ça veut dire le sexe imbécile. Donc voilà des femmes qui ne pouvaient pas vendre la commode que leur mère leur avait léguée sans la signature de leur mari, qui ne pouvaient pas sortir de chez elles et acheter 1 kilo de pommes de terre sans être présumées autorisées par leur mari. Voilà les gens qui se moquaient, voilà les gens qui méprisaient, qui trouvaient méprisable la façon des Algériens de traiter leurs femmes. Alors évidemment, il fallait qu'ils l'inventent, il fallait vraiment qu'ils trouvent un signe distinctif, et le signe distinctif, ils l'ont trouvé dans le hijab. Donc les dénonciations du voile des Algériennes, elles sont anciennes, et d'une certaine façon, elles sont revivifiées. Mais comme je l'ai dit, elles sont revivifiées dans un contexte où il y a une guerre générale, on peut le dire, que l'islam est désigné d'une façon idéologique comme ennemi, mais que cette façon idéologique, cette excuse idéologique, elle cache en réalité des desseins qui sont tout autres, qui sont les desseins de n'importe quel impérialisme. Michel Warszawski parle de recolonisation du monde. Je pense que n'importe qui peut voir qu'on est dans un processus de recolonisation du monde. Et simplement, les colonies ne s'appellent plus les colonies. Mais on voit bien qu'on est dans un processus mondial où l'accès aux ressources justifie des tas de guerres, et que finalement, quand on dit que depuis la guerre froide, qui était justement froide, l'Europe par exemple n'a plus été en guerre, en fait, il n'y a quasiment aucun moment où la France, elle, n'a pas été en guerre. Et on pourrait dire ça de beaucoup d'autres pays. Simplement, ce sont des guerres exportées, ce sont des guerres qui se passent sur les territoires que l'Occident, avec beaucoup d'intelligence et des fois avec des très grosses ficelles, parce que si les ficelles n'étaient pas grosses, on ne parlerait pas de la France-Afrique. La France-Afrique, ce n'est pas une question idéologique, la France-Afrique. La France-Afrique, c'est une question de gros sous et de gros tas d'uranium et de gros tas de minerais et de gros tas de pétrole. Hein. Si des pays entiers sont dévastés dans le golfe de Guinée, sont dévastés en Amérique du Sud, sont dévastés d'un point de vue écologique, si les populations autochtones sont obligées
de vivre non seulement dans la pauvreté, mais dans des taux de pollution énormes, c'est parce que les pays riches se permettent de faire n'importe quelles exploitations, comme ils font d'ailleurs dans le golfe de Guinée, en inondant des territoires de pétrole et en prenant tous les profits pour eux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien sûr voir l'islamophobie, elle existe, et la combattre là où elle est, et sans doute aussi au niveau idéologique, mais je pense qu'il faut voir aussi quels sont les contextes et surtout les pratiques matérielles qui exigent que nous ayons une idéologie aussi guerrière. Alors on dira, mais pourquoi opprimer alors les musulmans de France? Eh bien, à cela, il y a plusieurs raisons, et si on peut dire, qui ne sont pas des bonnes raisons évidemment. L'une d'elles est que c'est une réserve de force de travail, en particulier les immigrés de la seconde génération, ou troisième génération, enfin un récent rapport de quelque chose d'aussi conservateur et même anti-musulman que le Haut Conseil à l'intégration a dévoilé dans un rapport, je crois la semaine dernière, que jusqu'à 40% des jeunes dont les parents ou les grands-parents, je ne sais pas, c'était pas clair pour moi à ce moment-là dans le peu de rapports que j'ai lus, 40% des jeunes étaient au chômage, c'est-à-dire un chiffre à peu près 2 ou 3 fois plus élevé que celui des jeunes qui sont de souche. Donc, dans un contexte de raréfaction de l'emploi, eh bien, le racisme est toujours une bonne façon de garder des emplois pour une certaine population. Donc là, je vais finir mon exposé. En fait, l'islamophobie, c'est un recyclage du racisme anti-arabe en France, mais qui ne peut plus peut-être s'exprimer de cette façon-là, alors qu'elle s'exprimait beaucoup plus librement quand j'étais une gamine, par exemple. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Saïd Bouamama dans son livre sorti en 2004, qui s'appelle L'affaire du foulard islamique, la construction d'un racisme respectable. Donc en fait, l'islamophobie d'aujourd'hui, c'est à la fois un racisme respectable sur le plan franco-français, et en même temps, je dirais, la participation obligée de la France, qui est forcée par ses parents, par son grand frère américain, de porter ce masque, la participation de la France à ce dessein européen et plus largement occidental, de se fabriquer un ennemi idéologique qui est comparable à l'ennemi communiste, c'est-à-dire il est mauvais, il est méchant, il bat les femmes, etc., pour entretenir des desseins prédateurs et des desseins agressifs vis-à-vis d'immenses régions du monde. Voilà, c'est très chaud. Hein. Merci, merci, merci. Bon, donc la parole est à la salle. Ce que je disais, c'est que, enfin, issu de l'immigration, enfin, le concept d'intégration, est-ce que finalement, c'est pas dans une logique de faire valoir du blanc finalement, quand on demande aux autres de s'intégrer, qu'on ne les considère pas comme des citoyens à part entière, oui. Et bien finalement, on se place en position de supériorité et eux, fatalement, en position d'infériorité. Bien sûr. Et donc voilà, j'aimerais savoir si vous étiez d'accord avec ce concept. Oui, tout à fait, bien entendu, d'autant plus que l'intégration à la française, c'est l'assimilation, et qu'en fait, ça aussi je l'avais écrit dans un texte très tôt, en fait, moi ce que j'avais remarqué, c'était que les gens de votre génération, par exemple, ils étaient tellement intégrés qu'ils avaient des frites qui leur sortaient par les oreilles, mais que... Je veux dire, ils ne pouvaient pas en manger plus, quoi. C'était pas possible. Mais qu'en fait, c'est là où le racisme intervient, le racisme qui n'est pas juste culturel, mais qui est un bon vieux racisme fondé sur l'apparence physique, c'est qu'en fait, en France, on sait toujours distinguer les issus d'eux des non-issus d'eux, des deux souches. Donc en fait, en dépit de tous les efforts que peuvent faire
et qu'on fait des générations entières d'issus d'eux, ou pas issus d'eux d'ailleurs, mais surtout des issus d'eux, ils sont toujours considérés comme étrangers, et la preuve en est qu'on parle d'eux comme s'ils étaient des immigrés. Alors on dit pour les immigrés de la 2e génération. Je me demande à quel moment on va arriver à la 10e génération et qu'on continuera d'estimer qu'il y a des petits bébés qui naissent dès que la sage-femme prend en disant « Oh, c'est un immigré ». Alors, sur la défaite pour le féminisme français, alors d'une certaine façon, c'est une défaite, mais je pense même pas que les femmes qui en sont responsables s'en soient rendues compte. Parce que je vois que ça persiste. Récemment, avec une autre camarade, on a eu une discussion avec des jeunes femmes, dont des porte-paroles d'Oser le féminisme. On a essayé pendant 2 heures, on était 6 en tout, c'était très cordial, etc. Et elles étaient incapables de comprendre quoi que ce soit à ce qu'on disait, parce qu'elles avaient une méfiance extraordinaire vis-à-vis de l'islam. C'est-à-dire que la propagande a très bien marché, d'autant plus qu'on monte en épingle n'importe quel fait comme ça, c'est que il y a en France des gens qui sont des bons musulmans. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les distinguer des autres. Donc, comment distinguer un bon musulman d'un salafiste? Mais c'est pas évident. Moi, je n'y arrive pas. Donc, on a toujours le soupçon qu'il y a des salafistes qui se baladent, oui, mais incognito, parce qu'il y a un salafiste vraiment malin et il se rase, bon, et qui nous infiltre. Et c'est des raisonnements, ce sont des raisonnements qui sont des raisonnements de conspiration, de 5e colonne, etc. Mais quand un pays entier est en proie à ce genre de raisonnement, je ne sais pas si vous vous souvenez, non, vous n'étiez pas là non plus, pendant je crois, je sais pas si la Seconde ou la Première Guerre mondiale, je crois que c'était en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des écriteaux partout qui disaient taisez-vous, des oreilles ennemies nous écoutent. Bon, et bien là c'est la même chose, il y a des salafistes un petit peu partout, je me demande s'il n'y en a pas dans cette salle, bon, et qui sont là pour attaquer la civilisation occidentale. Donc, si vous voulez passer un certain point d'endoctrinement, on dit endoctrinement, hein, oui. D'intoxication médiatique. D'intoxication, voilà. Eh bien, vous ne pouvez plus récupérer les gens. Parce que, alors, ils se cachent derrière un truc. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais je vais peut-être en parler un petit peu, parce que c'était la 2e partie de mon exposé. Bon, ça nous prendrait jusqu'à 9 h du soir, et je pense qu'on sera mort d'ici là, de toute façon. Mais c'est le truc de la laïcité. Et à un moment, toi, tu as dit que la burqa, tu supportais pas. Eh bien, je suis désolée, parce que c'est pas un argument recevable. C'est pas un argument recevable, parce que c'est exactement ce qu'a dit Chirac quand il avait été en Iran. Il a dit, les Français étant ce qu'ils sont, je sais pas quoi, le foulard les met en colère. Et j'ai lu ça dans les commentaires. C'est très intéressant parce que quand il y a un article qui défend le port du foulard, ou le port d'ailleurs du voile intégral, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais je ne le supporte pas ». Et c'est là qu'on voit vraiment la ligne raciale. Parce que les gens qui disent « je ne le supporte pas », hein? Quoi? Les gens qui disent « je ne le supporte pas », ils sont en position d'autorité, ils sont en position de dire « je suis chez moi, voilà ce que j'admets chez moi. Et puis ça, si je ne le supporte pas, mais vous partez, vous faites ça chez vous. » Et dans les commentaires, combien de fois j'ai vu ça? Quelqu'un qui défend même mollement, gentiment, son droit à porter le foulard ou son droit à faire n'importe quoi, mais les 3/4 des commentaires sont rentrez chez vous, ou bien oui, et puis comment vous traitez les chrétiens au Maghreb? Vous avez parfaitement le droit de ne pas le supporter, disons.
Mais moi, il y a des choses que j'ai le droit de ne pas supporter. Il y a des tas de choses, je l'ai vu écrit par d'autres gens, mais il y a tout le monde n'est pas totalitaire quand même. Il y a des choses qu'on ne supporte pas, mais il ne nous viendrait jamais à l'idée d'essayer de les faire bannir par la loi. C'est tout à fait autre chose. Moi, je veux dire, je vous jure, si j'avais le droit de faire des lois qui banniraient les comportements que je ne supporte pas, mais dans le village où je suis, il n'y aurait plus beaucoup d'habitants. Je veux dire, déjà qu'on n'est que 54, mais je ne sais pas combien il en resterait, parce que... C'est sur la question sur oui, l'atteinte aux libertés. Il est clair, je ne sais pas si vous avez vu un rapport d'Amnesty International. Toutes ces lois françaises sont des atteintes aux libertés. Sont des atteintes aux libertés défendues dans les lois françaises. Sont des atteintes à la loi de séparation des églises et de l'État, qui garantit la liberté de culte et la liberté d'expression, en public comme en privé, aux conventions internationales, signées par la France, ratifiées par la France, à la Convention européenne des droits humains, également ratifiée par la France, qui garantit... Ah, il y a un petit livre que je voulais vous apporter, mais vous le trouverez n'importe où. Vous le trouverez sur le net, vous tapez Convention européenne des droits humains. Bon, si vous écrivez en français, vous mettez des droits de l'homme, parce qu'en France, on ne sait pas ce que ça veut dire humain. Bon, donc vous mettez des droits de l'homme, et vous le trouverez, c'est très clair, c'est dans l'article 10 ou 11, et ça tient en 4 lignes. Voilà. La liberté d'expression de toutes les opinions est garantie en privé et en public. Alors, et la loi de séparation des églises et de l'État, la loi de 1905, à aucun moment ne dit ce qu'on lui fait dire. Maintenant, depuis 2003, on a transformé la laïcité. On entend des gens dire couramment, on entend des politiques dire la religion c'est dans le privé. Mais pas du tout, la religion n'est pas une affaire privée. D'ailleurs, si c'était une affaire privée, nous aurions des petits hôtels chez nous, au lieu de nous réunir dans des grands bâtiments qui s'appellent par exemple des églises ou des synagogues ou des mosquées. La religion, c'est collectif, ça a le droit d'être collectif. On a aussi bien le droit d'exprimer ses opinions religieuses par la parole ou par l'action en portant des signes religieux, qu'on a le droit de se mettre des petits trucs, par exemple des marques dans le dos, ou disant par exemple qu'on soutient Nike à fond, ou des insignes politiques, ou des insignes, je ne sais pas moi quels autres insignes auxquels je peux penser, ou des trucs gothiques, ou des trucs, non, je ne sais même pas si gothique ça vient avant ou après, les punks. Les punks, oui. Mais ça fait rien d'ailleurs. Bon. Non, mais je voulais dire le dernier en date, voilà, c'est tout. Je voulais avoir l'air vraiment cool et au courant. Voilà. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que Pascal et Fatima vous passeront, si vous voulez, moi je ne sais pas pourquoi je l'avais envoyé, mais un texte que j'ai fait, mais vous le trouverez aussi si vous achetez le dernier livre de Jean Bobéro, qui s'appelle, je crois, La laïcité dévoyée. Et vous verrez tout ce qu'on fait dire à la laïcité qu'elle ne dit pas. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que depuis 2003, tout d'un coup, la laïcité est devenue quasiment synonyme de féminisme. Je n'avais jamais entendu, entre 1970 et 2003, ce qui fait quand même un bail, hein, je n'avais jamais entendu parler de laïcité. La laïcité, les féministes s'en foutaient, complètement. C'était deux univers séparés. D'ailleurs, la laïcité n'était jamais en cause. Elle s'est mise à être en cause à ce moment-là, et comme on avait utilisé à la fois l'argument laïque et l'argument féministe, eh bien les deux se sont mariés ensemble, si je peux me permettre. Mais pourquoi est-ce que les féministes ont accepté de prendre pour époux ou pour épouse la laïcité? Alors ça, j'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris. Bon, je laisse la place à tes réponses et à d'autres questions. Tu es sur la page. Ouais.